Hein? Bonjour à tous, bienvenue au Salon de la Nutrition, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on accueille Isaline Guéraud qui nous fait le plaisir d'être la marraine du Salon de la Nutrition. Et aujourd'hui, elle va nous faire une conférence sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire chez les jeunes. Voilà, donc je vous laisse avec elle et elle va pouvoir se présenter. Merci. Vous m'entendez bien? Alors, je risque de lâcher le micro à un moment donné parce que, vu qu'il faut que je tourne mes petites fiches, ça va peut-être me saouler à un moment donné. Est-ce que vous m'entendez assez si je parle comme ça? Oui. En vrai, je vais le lâcher dès le début. Ouais. Ça vous va? Je vais les uns. Et je vais même me mettre en chaussette parce que je suis confortable. Ça marche? Vous êtes bien à l'aise? Allez-y, allez-y. Alors, ceux qui tuent les pieds. Non, ok. Du coup, enchantée, moi c'est Isaline Guéraud. Je suis hyper honorée déjà d'être la marraine de cette journée du salon. Pour la petite histoire, bienvenue, rentrez. Du coup, je disais pour la petite histoire, moi je suis psychologue clinicienne et psychologue du sport. C'est un titre qui n'existe plus d'ailleurs, je sais plus. J'étais ancienne sportive de haut niveau également, en athlétisme, en lancer de javelot. Et j'ai toujours eu un rapport, on va dire, assez proche avec les questions autour de l'alimentation. J'ai été sportive de haut niveau assez jeune, toutes mes années au lycée. Et comme vous vous en doutez, le sport à haut niveau assez jeune, c'est un peu compliqué dans le rapport à l'image du corps, le rapport à l'alimentation. Bref, j'en reparlerai un peu au long de la conférence d'aujourd'hui. Je voulais commencer par la petite question, mais en fait, je me rends compte qu'il y a la réponse dans la diapo. Je voulais dire, est-ce que vous savez ce que ça veut dire TCA? Là, ça me casse ma première question directe. Du coup, donc la thématique, les TCA chez les jeunes. Pourquoi est-ce que je voulais parler des TCA chez les jeunes? Parce que, on va dire que la prévalence d'apparition pour les TCA, donc troubles du comportement alimentaire, on peut aussi entendre troubles des conduites alimentaires, les deux marches, ça apparaît le plus fréquemment entre 12 et 18 ans. Du coup, ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, on va essayer de faire ça en 1 heure. D'ailleurs, je suis désolée, je suis un tout petit peu malade, du coup, je vais boire régulièrement parce que j'ai la gorge qui s'assèche en 2 secondes. Du coup, je voulais qu'on voit un peu un panorama des différents TCA. Je voulais qu'on voit également les mécanismes psychologiques et émotionnels qui sont liés à l'apparition ou au maintien des TCA. On verra également les facteurs de risque et les signaux d'alerte pour que vous puissiez aussi les repérer, que ce soit ne serait-ce que pour vous, votre entourage, vos futurs patients ou clients pour les personnes qui sont étudiantes ici. On verra l'impact psychologique, social, environnemental aussi chez les jeunes. C'est beaucoup de choses en 1 heure, je pense à la demi-heure. Les approches thérapeutiques actuelles qui existent et qui sont recommandées pour accompagner les TCA. Et à la fin, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose d'un peu interactif parce que c'est pas trop mon truc de faire des monologues pendant 1 heure. Du coup, on va faire un petit quiz, si ça vous va. Et je laisserai un temps, si je suis pas trop bavarde, je suis un peu bavarde, j'avoue, pour des questions-réponses. J'espère pouvoir laisser à peu près 10 minutes à la fin. Donc n'hésitez pas, si vous avez de quoi prendre des notes, à noter au fur et à mesure de ma petite intervention pour garder des questions pour la fin. C'est déjà le moment pour moi de boire un peu d'eau. Alors, du coup, il y a 3 formes principales de TCA qui sont l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie bulimique. Je vais vous donner un petit peu plus d'infos du coup sur chacun et on verra aussi qu'il y a d'autres formes
de TCA qu'on appelle non identifiés et en fait dont la prévalence est bien supérieure à la prévalence des 3 que je vais vous détailler maintenant. Du coup, l'anorexie mentale, les caractéristiques principales, on va retrouver une restriction alimentaire volontaire. Ça, c'est important de le préciser. C'est toujours volontaire, du moins au début, jusqu'au moment où en fait, la personne va perdre le contrôle, on va dire, sur ses comportements de contrôle. Ça, pareil, j'y reviendrai. Une caractéristique aussi extrêmement importante dans le cas de l'anorexie mentale, et je parle d'anorexie mentale et pas d'anorexie tout court, parce que, contrairement aux idées reçues, l'anorexie, ça ne se voit pas toujours physiquement. L'anorexie n'est pas toujours caractérisée par un tas de maigreur, par un IMC, etc., même si ça peut faire partie des critères diagnostiques, mais la plupart des personnes qui souffrent d'anorexie mentale ne sont pas forcément sous-poids. Du moins, pas pendant la plus longue partie de leur problématique, ça peut ensuite arriver plutôt vers la fin. Une caractéristique principale de l'anorexie mentale, c'est non pas l'envie de maigrir, mais la peur de grossir. Et ça, c'est très important, la nuance, elle est fondamentale à comprendre. Ça peut partir, en tout cas les comportements de restriction volontaire au début, les comportements de contrôle, de l'alimentation, etc., ils peuvent partir d'une envie de maigrir, jusqu'à ce qu'on arrive à l'état pathologique, mais qui est plutôt caractérisé, lui, par une peur de grossir, ou une peur de reprendre du poids. Ça, c'est très important, c'est un des critères principaux de l'anorexie mentale. Bonjour, bienvenue, installez-vous dedans. Ça me permet de regarder mieux avant. On va retrouver également dans l'anorexie mentale une distorsion d'image corporelle. C'est plus connu sous le nom de dysmorphophobie, très chiant à prononcer, ou dysmorphie d'ailleurs. Les deux sont utilisés. Donc ça peut être par exemple se percevoir, on va dire, plus gros entre guillemets que ce que l'on est. Ça apparaît souvent quand on se regarde dans le miroir, etc. Mais ça peut être aussi dans d'autres contextes. Et on va retrouver, et encore une fois, ce n'est pas toujours le cas, des conséquences potentiellement graves sur la santé physique. Ça, c'est plus le cas quand on observe un état de maigreur. L'état de maigreur, il peut faire apparaître des problèmes de santé physique, comme l'ostéoporose, la perte des cheveux, des carences, des troubles électrolytiques, etc. J'y reviendrai. Je crois que j'y reviendrai. Alors, deuxième grande catégorie de TCA, on va retrouver la boulimie. Et il y a une petite nuance avec l'hyperphagie boulimie, du coup, mais je vais vous la donner juste après. La boulimie, donc c'est des crises récurrentes d'hyperphagie. Comment est-ce qu'on caractérise une crise d'hyperphagie? Il y a 3 critères. Le premier critère, c'est une ingestion excessive de nourriture. Premier critère. Excessif, c'est vraiment lié, du coup, c'est vraiment hyper individuel, c'est propre au fait de vraiment dépasser, surdépasser son sentiment de satiété. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Déjà, j'ai dit oui, désolée, j'ai une mémoire vraiment de 1 seconde, une mémoire courte de 1 seconde. Deuxième critère, on va avoir un sentiment de perte de contrôle. Et le troisième critère, c'est donc une ingestion excessive de nourriture avec un sentiment de perte de contrôle sur une courte durée de temps. Ça, c'est les 3 critères qui caractérisent généralement une crise d'hyperphagie. Alors attention, quand je dis sur une courte durée de temps, on peut avoir des crises qui durent parfois plusieurs heures, etc. Mais en fait, c'est une succession de crises. On va retrouver également, très fréquemment, encore une fois, ce n'est pas forcément systématique, parce que je vous donne, c'est à titre indicatif, mais il y a vraiment des variabilités individuelles au niveau des symptômes. Là, je vous donne juste les critères principaux. On va retrouver très souvent un sentiment de culpabilité, de honte et un mal-être psychologique important. Et on retrouve, et c'est ce qui différencie la boulimie de l'hyperphagie, la présence dans la boulimie, ce qu'on appelle les comportements compensatoires. Alors, les comportements compensatoires, dans l'imaginaire collectif, on va souvent penser uniquement au vomissement. Et alors, il n'y a pas du tout que les vomissements. Comme comportement compensatoire, on va retrouver la prise de laxatifs, l'exercice physique excessif, etc. Donc, on va dire les 3 principaux, c'est les vomissements, la prise de laxatifs et l'exercice physique excessif. C'est ce qui caractérise vraiment la boulimie. C'est la présence de comportements compensatoires après une crise d'hyperphagie. Ce qui n'est pas le cas du coup dans l'hyperphagie boulimique, qui est le 3e grand TCA, qui est donc en fait justement une crise de suralimentation sans recours à des comportements compensatoires. Et du coup, c'est souvent chez les personnes qui sont diagnostiquées d'hyperphagie qu'on peut retrouver du surpoids, parce qu'il n'y a pas de comportement compensatoire. Et encore une fois, ce n'est pas forcément non plus le cas.
Et c'est souvent, tous ces troubles-là sont souvent évidemment associés à une détresse psychologique marquée, surtout si les troubles sont présents depuis longtemps, et plus les troubles durent, et plus la détresse psychologique, forcément, s'aggrave. Il y a ensuite ce qu'on appelle des TCA atypiques ou non spécifiés, et là, c'est le large, quoi. C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes qui vont présenter des difficultés avec leur alimentation, avec leur image du corps, avec leur comportement alimentaire, sans vraiment que ça rentre dans une des 3 cases, mais pour autant, ça peut rester un état pathologique. Comment est-ce qu'on reconnaît un état pathologique d'un état pas pathologique? Je ne sais pas s'il y a un mot d'ailleurs pour dire pas pathologique. C'est très simple. Un état pathologique, c'est un état, pareil, il y a 3 critères. C'est un état qui est extrêmement envahissant, qui impacte significativement le fonctionnement normal de la personne et qui génère de la souffrance quotidienne ou quasi quotidienne. Si vous posez ça sur n'importe quel comportement, c'est pathologique. Si je pose ces 3 critères-là sur le sport, c'est un rapport au sport pathologique. Si je pose ces 3 critères-là sur les jeux vidéo, c'est un rapport pathologique. En fait, c'est vraiment ce truc où vous déposez, vous posez la question et ça différencie un comportement normal, typique d'un comportement pathologique. Et donc, on se rend compte que dans le rapport à l'alimentation et le rapport à l'image du corps, il y a plein de formes un peu de TCA non spécifiques qui rentrent, qui cochent ces cases, sans vraiment appartenir à une des catégories que je vous ai citées précédemment. La prévalence des TCA chez les jeunes, c'est une grande question à laquelle les réponses, elles sont assez vagues parce qu'il y a un énorme biais diagnostique. C'est-à-dire que pendant des années et des années, on a basiquement diagnostiqué que les meufs, que les petites filles, on va dire, principalement. Et pour le coup, les hommes sont les grands oubliés, on va dire, de cette sphère diagnostique, parce que, puisqu'on a un peu admis que c'était un trouble du féminin, mais en fait, les hommes se sont vachement eux-mêmes éloignés de ce diagnostic. Donc, c'est des personnes, on n'a pas du tout consulté, du coup, les parents consultent beaucoup moins pour des problématiques comme celle-ci pour un petit garçon. Et en tant qu'homme, ado ou adulte, on ne va pas questionner, en fait, directement des problématiques autour de ça, et donc on ne va pas aller les faire diagnostiquer. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'avant, on disait c'était 98% de femmes, les TCA. Avant. Aujourd'hui, ce ratio il est énormément mis en question, et en vrai, du coup, on en sait trop. Parce que, malheureusement, du coup, les mecs ne se font pas assez diagnostiquer. On estime, du coup, que le ratio est plus équilibré, même si, à ce jour, et pour diverses raisons que je vous expliquerai un peu plus tard, il y a quand même une prévalence plutôt autour des jeunes filles. Donc, comme je vous disais, l'âge de prévalence de l'apparition des TCA, ça se situe entre 12 et 18 ans. Et il y a plein de raisons que je vais vous expliquer du coup. Les rechutes, elles sont assez fréquentes dans les TCA, surtout quand ils sont pas très bien accompagnés. Et ça, pareil, je vous parlerai de l'accompagnement le plus efficace un peu vers la fin de la conférence. Je vous donne pas le tournis à faire des allers-retours, ça va? Parce que j'ai besoin de me redire les jambes. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes émotionnels, psychologiques à l'origine des TCA? Ça, c'est pareil, je vais vraiment faire ma politicienne, je vais toujours dire ça dépend. Peut-être. Je ne vais pas vous donner d'arguments d'autorité, c'est pas du tout ma place. Les choses que je vous indique, voilà, c'est à prendre toujours avec nuance. Moi, je vous donne ce qui ressort, on va dire, de la littérature, de mon expérience, parce que du coup, je me suis spécialisée dans les TCA et j'accompagne du coup une énorme partie de mon travail consiste à accompagner des personnes qui souffrent de TCA. Donc, on va dire que je peux me permettre d'en parler. Du coup, un mécanisme très fréquent qu'on retrouve souvent à l'origine des TCA, ou du moins c'est un facteur aggravant, c'est le mécanisme de régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, c'est quoi? Exemple très simple. Vous connaissez toutes et tous une personne, ici, qui un jour a dit « Putain, je suis énervée, je fume une clope. » N'est-ce pas? Vous en connaissez toute une. Ou alors « Je suis stressée, je fume une clope. » Oui. Mais en fait, ça, c'est un mécanisme de régulation émotionnelle. C'est-à-dire, je vais utiliser un comportement pour réguler mes émotions. Pareil. Putain, j'ai passé une mauvaise journée au travail. Ah, j'ai envie de manger du gâteau. Voilà. Le fait de manger, c'est un mécanisme de régulation émotionnelle, comme fumer une clope, comme boire un verre d'alcool, comme aller faire du sport, comme jouer aux jeux vidéo, comme plein de trucs, en fait. Et on se rend compte, chez les jeunes,
que le contrôle, la restriction ou du coup les crises autour de la nourriture constituent un outil de régulation émotionnelle. Parce qu'on peut retrouver des personnes qui vont avoir du mal à communiquer, à exprimer leurs émotions, et donc ça peut passer par la nourriture. Ça peut passer par deux façons, du coup. Ça peut passer par le contrôle ou par la crise. Dans l'anorexie, on a plus le comportement de régulation émotionnelle, c'est plus le contrôle, donc la restriction alimentaire. On retrouve ça très souvent chez des jeunes enfants, des ados, même des adultes, dans un contexte familial un peu compliqué, qui vont se sentir déboussolés, qui vont se sentir comme d'avoir le contrôle sur pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on peut contrôler assez facilement quand on est enfant? Ce qu'on mange, ou ce qu'on ne mange pas. Et en fait, la nourriture, c'est un objet accessible. C'est un des objets les plus accessibles quand on est enfant, parce qu'il y en a dans la carte, parce qu'il y en a à la maison. C'est pas les clopes ou l'alcool ou ces choses-là, quoi. Ça peut arriver plus tard, on va dire. Donc, on retrouve des comportements de régulation, donc soit dans le contrôle, soit dans la crise. Je vais poser cette fiche comme ça, je m'en veux pas. Hop. Et donc, ces comportements, c'est des stratégies pour faire face au stress, à l'anxiété, la colère. Donc, en fait, quand on y pense, et ça, c'est une phrase qu'un jour j'ai entendue et que je trouvais hyper pertinente. Et c'était un addictologue qui disait que, et ça, je peux le transposer un petit peu au TCA, il disait en gros, le comportement addictif, c'est pas le problème. C'est une tentative de solution à un problème. Et en fait, là, c'est pareil. Les comportements dysfonctionnels dans les troubles alimentaires, donc le contrôle, la crise, c'est pas le problème. C'est une tentative de régulation d'un état. Et c'est cet état qui est problématique. C'est pas le comportement. Et donc malheureusement, c'est ensuite ces comportements qui deviennent pathologiques. Évidemment, mais l'intention de se réguler, elle n'est pas mauvaise. Elle est même plutôt logique. Si je suis stressée, c'est tout à fait sain que je veuille me réguler. C'est juste que je n'utilise pas les bons comportements et qu'ensuite je perds le contrôle sur ces comportements. C'est là que ça devient un problème. Du coup, je ne sais pas si c'était clair, j'espère. On retrouve aussi souvent chez les jeunes, donc un trait qui apparaît régulièrement, c'est le perfectionnisme. Et ça, on ne va pas se mentir, c'est très souvent amené par le contexte familial. C'est très souvent amené par une pression, on va dire, au niveau des notes, une pression au niveau de la performance scolaire, une pression à tenir une image, à adopter ou non certains comportements, etc. Et cette pression, elle peut être telle qu'elle peut mettre les gens en difficulté le jeune, et qu'ensuite, de son côté, pour essayer de reprendre le contrôle sur cette pression qu'on exerce sur lui, le jeune va aller chercher à contrôler des trucs qu'il peut contrôler, donc la nourriture. C'est comme une reprise de pouvoir, en fait, au final, sur des trucs qui lui paraissent imposés et qui peuvent le mettre en difficulté. On trouve également, comme mécanisme émotionnel, souvent chez les jeunes qui ont des TCA, une faible estime d'eux-mêmes. Ça, c'est très fréquent également, parce que, en fait, se focaliser sur son apparence, c'est un bon moyen, selon eux, de pouvoir essayer de reprendre confiance en eux. Donc, de se concentrer sur ce qu'on mange, sur notre poids, etc. C'est une tentative de reprendre confiance. Encore une fois, le comportement, c'est pas le problème, c'est une tentative de solution. C'est juste que ça marche pas, en fait, malheureusement. Mais ça part souvent d'une forme d'auto-rejet. Et cet auto-rejet, il peut venir de plein de choses différentes. Ça, là, pour le coup, il n'y a pas de script préétabli. Et d'ailleurs, je voulais parler d'un truc. Ça, c'est un gros sujet. Les compliments sur le corps. Alors, on va répéter ensemble. Les compliments sur le corps, on arrête. On répète? Les compliments sur le corps, on arrête. Merci, vous avez joué le jeu, c'est génial. Alors, pourquoi est-ce qu'on arrête? Je vais vous faire une petite mise en situation. Jeu d'actrice. Ah, salut, ça va? Waouh, trop bien, t'as perdu du poids, génial. Ouais, je suis en dépression, ma mère est morte. Peut-être que cette personne n'avait pas envie de perdre du poids. On n'en sait rien, en fait. Et donc, tout ça pour dire que si je complimente quelqu'un sur son corps, souvent on complimente la minceur, on va pas se mentir. Donc, c'est souvent « Waouh, trop bien, t'as maigri, trop chouette, etc. » La personne, elle entend quoi? Et surtout le jeune, elle entend « Être mince, c'est valorisant. J'ai plus de valeur quand je suis mince. » C'est terrible. Et le problème, c'est que ça ancre une échelle de valeur. Et donc, nécessairement, vu que ça ancre une échelle de valeur, on va retrouver des gens qui vont dire
bah, du coup, je ne peux pas prendre de poids. Parce que du coup, si je prends du poids, bah, j'aurai moins de valeur. Si je prends du poids, on va me rejeter. Si je prends du poids, on ne va plus m'aimer, etc., etc. Donc, les compliments sur le corps, en fait, ce qu'on appelle, on va dire, le renforcement, on va dire, positif du corps, c'est parfois un facteur encore plus aggravant que les remarques négatives. Parce que déjà, les remarques négatives, on ose moins en faire. Donc, souvent, c'est quand même moins vécu par les gens. Alors que les compliments, on a plus tendance naturellement à en faire, au final. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, de la portée que ça peut avoir. Ceci étant dit, on pourrait se dire tous ensemble, les remarques négatives sur le corps, on peut aussi. Ah, bien sûr, on peut le dire tous ensemble. Les remarques négatives sur le corps, on arrête aussi, évidemment. Ça me paraissait évident, mais c'est vrai, tout à fait. Surtout chez les enfants, le petit on mange bien la cantine. Exactement, bien sûr. D'autant plus que c'est un âge où en fait, on va juste grandir, pousser, évoluer. Donc en fait, le poids, c'est le cadet des soucis, quoi. Très clairement. Merci de votre intervention. Donc effectivement, ça marche dans les deux sens, mais c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à la question des compliments. On va retrouver également aussi une influence énorme liée, enfin ce qu'on appelle une influence socio-culturelle et les fameux réseaux sociaux. Alors les fameux réseaux sociaux, alors moi je peux rien dire, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Donc j'ai un avis, on va dire, plutôt ambivalent sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils peuvent être une très bonne source d'information quand on consomme des contenus qui sont sourcés par des pros qui sont qualifiés pour parler de sujets dont ils parlent. Mais malheureusement, les réseaux sociaux, c'est aussi une plateforme qui peut transmettre des pseudo-idéaux de beauté à atteindre. C'est sur les réseaux sociaux qu'on va retrouver tous les réseaux un peu sous-marins, les réseaux pro-ANA. Donc en fait, c'est une tendance où les personnes vont faire des contenus pro-anorexie, etc. Des conseils donnés par des personnes qui ne sont pas du tout formées, etc. Et surtout, les réseaux sociaux, surtout quand on est jeune, c'est la comparaison, quoi. C'est-à-dire, on va se comparer à l'influenceuse de fitness qui est fine comme un cure-dent, machin, et on va se dire, ah, je vais être comme elle, ça pourrait être, c'est son métier. Elle peut faire 8 heures de sport par jour, se payer tous les régimes, les aliments, etc. Mais on ne se rend pas compte d'à quel point ce qui se passe derrière, c'est un autre monde, en fait. Et pourtant, on va se comparer, et pourtant, on nous encourage aussi à nous comparer. À nous dire, elle est toujours plus mince, toujours plus musclée aussi pour les hommes, hein, etc. Et on se rend pas compte d'à quel point c'est complètement irréaliste. Quand on pense, par exemple, moi c'est un truc qui me sidère, que dans les magasins de vêtements, là où il y a le plus de taille, c'est 36-38, alors que la taille moyenne d'une femme française, c'est genre 42, 40-42. Et pourtant, dans les magasins, on va retrouver partout du 36-38 à fond. Je sais pas vous, hein, mais moi quand je vais à la plage, la taille moyenne des personnes, c'est pas 36. Hein. Et pourtant, on va me dire que c'est ça la norme. Et donc pour les jeunes, pareil, en fait, un jeune ado, c'est une personne dont la personnalité n'est pas encore tout à fait, enfin, est en pleine construction, qui n'a pas encore tout à fait développé ses compétences de création d'opinion, de prise de décision, de pensée, on va dire, individuelle, etc. Et donc c'est une partie de la population qui est extrêmement influençable. Donc en fait, les arguments d'autorité, ça marche parfaitement pour les jeunes. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire « c'est pas bien de manger des féculents le soir, il faut arrêter ». En fait, la personne qui voit ça, un jeune qui voit ça sur TikTok, il va se dire « ah ok, d'accord, bon bah j'arrête alors ». Et puis deux vidéos plus tard, il y a quelqu'un qui va dire « non, le féculent c'est super bon le soir, allez-y, let's go ». Et en plus, il y a tellement de personnes qui disent tout et son contraire qu'on s'y retrouve plus. Et donc on peut, bref, il y a à boire et à manger, quoi. C'est hyper dur de trouver du contenu de qualité. Et ça pose aussi la question de l'accès aux réseaux sociaux chez les jeunes, etc. Donc ça, c'est un autre débat. On va retrouver également comme facteur d'apparition ou de maintien des TCA chez les jeunes les traumatismes. Évidemment, les TCA, ça peut être une conséquence traumatique. C'est-à-dire ça peut être le résultat un peu comme un symptôme, un SPT, un symptôme post-traumatique. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment. Même si ce n'est pas la majorité, ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle un comportement de coping, donc un comportement pour faire face. C'est-à-dire quand on vit un traumatisme, on subit complètement ce qu'on vit, et donc on va chercher à reprendre du pouvoir, à reprendre du contrôle sur ce qu'on peut, à se raccrocher à ce qu'on veut, et puis parfois c'est notre poids, parfois c'est la nourriture, etc. Ou au contraire, on va être tellement envahi émotionnellement, du coup on va vouloir réguler nos émotions à travers la nourriture, et donc on va développer des comportements de crise, d'hyperphagie, etc. Les facteurs de risque et les signaux d'alerte.
Alors, il y aurait des facteurs, il y aurait des prédispositions génétiques et héréditaires. C'est vrai que moi, quand j'interroge des personnes qui ont des TCA, honnêtement, on monte un peu dans l'arbre généalogique, il y a bien quelqu'un qui en a eu ou pas loin, quoi. C'est assez fréquent de retrouver chez les jeunes enfants qui ont des TCA un des parents, par exemple, qui a peut-être déjà eu des TCA, ou du moins peut-être des personnes proches dans l'entourage, sans que ce soit forcément diagnostiqué. Mais moi, ça m'arrive tellement régulièrement d'avoir des personnes qui me parlent de leur père, leur mère, etc. Et en fait, je regarde et je dis, bah ouais, c'est évident, en fait. Vu les comportements de telle et telle personne, bah en fait, oui, c'est évident qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une forme de transmission. Parce que ben, quand on existe en tant que jeune, on existe la plupart du temps dans un contexte familial, et donc forcément, par mimétisme, on va se calquer sur les comportements de nos figures d'autorité principales, que sont souvent nos parents. Et donc, bah, si j'ai un des deux parents qui a des TCA et qui en plus n'ont jamais été diagnostiqués, bah, c'est la porte ouverte, vraiment, c'est la plus grande cause, la plus grande source d'apparition de TCA. C'est ça, c'est la prévalence familiale. On a également des facteurs biologiques. On observe que chez les personnes touchées par la TCA, il peut y avoir des perturbations de la sérotonine, de la dopamine. Et en fait, c'est des neurotransmetteurs qui régulent l'appétit, etc. Donc ça peut être le cas. C'est des données qui sont encore assez fragiles, mais voilà, je voulais le mentionner. J'ai aucun suivi de l'heure par contre, si jamais vous me dites si je suis en retard ou pas. Il y a des facteurs environnementaux, et je dirais que les facteurs environnementaux sont les facteurs de risque et de maintien les plus importants. Donc, comme je disais tout à l'heure, la pression scolaire, la volonté de performance, ça dans le sport de haut niveau, ça c'est un truc. Pour la petite histoire, moi j'ai intégré un pôle France à 14 ans, 15 ans. Donc je faisais du lancer de javelot. Donc vous voyez, j'ai pas trop le physique qu'on attend d'une lanceuse de javelot. Souvent quand on les voit, c'est des bons Golgoth, quoi. Et en fait, quand je suis arrivée, donc j'avais 14 ans. La première semaine, je faisais toute une batterie d'examens médicaux pour ma santé. Et puis ma coach, elle m'a dit, bon, Isaline, là, il faut que tu prennes 10 kilos. J'avais 14 ans. À 14 ans, je peux vous assurer qu'on n'a pas envie de prendre 10 kilos. Vraiment pas. Parce que la pression sociale, parce qu'il faut être féminine, bon, ça c'est un autre sujet. Bref, tous ces trucs-là auxquels je ne correspondais pas vraiment. Et c'était horrible, en fait. C'était horrible parce qu'on traquait un peu notre alimentation, on était surveillés, on faisait des pesées, des masses grasses tous les mois. À 14 ans, quoi. 14, 15. Et on ne se rend pas compte d'à quel point la sphère du sport est une sphère qui peut être extrêmement maltraitante au niveau du rapport à l'image du corps et à l'alimentation pour les jeunes. Pareil, c'est un autre sujet, mais qui me paraissait important à souligner. Et donc voilà, la volonté de performance, la pression liée à la performance, ça peut avoir un énorme impact. Et on va avoir des facteurs psychologiques, donc on va avoir des prédispositions pour les personnes qui vont forcément avoir des personnalités très anxieuses, une grosse tendance à l'autocritique, une faible estime d'elle-même, et une difficulté à gérer le stress, leurs émotions, etc. Pour les signes d'alerte, ça c'est important. Les signes d'alerte, si jamais, pour vos proches, pour vos enfants, pour vos potes. Alors, il y a une première catégorie, c'est les signes alimentaires et corporels. Quand on observe, on peut observer donc la restriction drastique, une obsession autour du comptage des calories, des sauts de repas, ça c'est des signaux qui peuvent un peu donner l'alerte. On peut aussi avoir, ça c'est très fréquent chez les enfants, des crises cachées. Combien de fois ça m'a été raconté de jeunes qui m'ont dit, en fait, oui, j'allais dans ma chambre, je prenais plein de paquets de gâteaux, et en fait, les parents retrouvaient à un moment donné tous les emballages cachés dans un placard, sous le lit, etc. Ça, c'est extrêmement fréquent chez les jeunes. Parce que forcément, c'est associé à de la culpabilité et à de la honte. Donc forcément, on cache. Et plus qu'on cache, on culpabilise encore plus, et ça renforce la honte, et donc on renforce le cercle vicieux. On peut avoir des comportements aussi de vérification constante, d'avoir des enfants qui vont se regarder beaucoup dans le miroir, qui vont beaucoup s'auto-checker, quoi, qui vont beaucoup se palper, se regarder, voilà, beaucoup de vérification. Et on peut avoir l'apparition de rituels alimentaires. Donc un enfant qui d'un seul coup va se mettre à trier son assiette, à séparer les groupes d'aliments, à manger très lentement, voilà, à vraiment des changements assez vraiment visibles en fait, au final. On peut avoir des signaux psychologiques et comportementaux, donc de l'irritabilité un peu soudaine, des sautes d'humeur, une anxiété qui s'accroît, une recherche d'isolement,
Ça, c'est extrêmement fréquent, l'isolement, parce que forcément lié à la honte et à la culpabilité. Donc voilà, on va pouvoir avoir des jeunes qui s'isolent, notamment lors des repas. Et donc on peut aussi avoir justement des jeunes qui trouvent des excuses pour pas manger, pour écourter les repas, pour sauter les repas, etc. On peut avoir aussi une exacerbation de la dévalorisation chez l'enfant. C'est-à-dire entendre beaucoup plus voilà, des formules négatives, parler d'eux-mêmes, etc. Et la dissimulation, comme je le disais, à propos de la nourriture, du poids, donc en fait des mensonges. Et alors ça fera aussi partie de ce que je vais dire après, mais pour l'entourage, dites-vous une chose, c'est que les personnes qui ont été TCA à un moment donné, elles vont mentir, surtout les enfants. Et souvent, un des comportements réactionnels à ça de la part des parents ou de l'entourage, c'est de ne pas être content, forcément, parfois même de resserrer la vis. Et en fait, il faut accepter que l'enfant va vous mentir, que la personne va vous mentir et qu'il ne faudra pas rigidifier le cadre. Parce que plus on rigidifie le cadre, plus l'enfant ou plus le jeune va dissimuler. Et donc, en fait, on exacerbe le cercle vicieux. Donc, c'est dur à accepter. Hein. C'est ce que je dis aux parents. Parfois, ça m'arrive souvent de recevoir les parents. Je leur dis, c'est dur à accepter, mais il va falloir accepter que la personne va mentir. Et c'est pas un mensonge juste pour mentir qu'on peut. C'est vraiment pathologique, quoi. On en reparlera tout à l'heure. Il y a des signes physiques aussi qu'on peut apercevoir. Donc là, peut-être un peu plus le cas dans l'anorexie. On peut avoir une fatigue chronique, des évanouissements, des ongles, des cheveux fragilisés. On peut retrouver pour les personnes menstruées une aménorrhée, donc une disparition des règles, ou une irrégularité soudaine dans les cycles menstruels. Pour les personnes plutôt qui utilisent des comportements compensatoires comme les vomissements, beaucoup de ballonnements, beaucoup de reflux gastrique et parfois des plaies sur les phalanges à cause des... Voilà, je vais faire un dessin. C'est très fréquent. Et des problèmes de dents aussi, liés à l'acidité en fait, de la bile et des vomissements. Donc les conséquences, il y a des conséquences au niveau des TCA, donc elles sont physiques, psychologiques et sociales. Donc comme je vous le disais, on peut retrouver aussi beaucoup de malnutrition, surtout dans les cas d'anorexie, donc avec des carences, avec des troubles électrolytiques, des risques cardiaques, etc. Bon, je ne vais pas vous faire la liste qui fait peur, quoi. Mais en tout cas, si vous connaissez des personnes qui souffrent surtout d'anorexie mentale et de boulimie, je vous encourage à les encourager à aller régulièrement chez le médecin, etc. Pas dans un truc de surveillance et de flicage, mais juste parce que c'est les deux TCA qui peuvent présenter le plus de conséquences physiques, au niveau des carences, au niveau des dents, etc. Et donc le fait de régulièrement aller checker ça, toujours avec beaucoup de bienveillance, d'empathie, etc., ça peut vraiment être utile pour détecter des problématiques assez tôt et les accompagner. On a beaucoup de comorbidités aussi au niveau de la santé mentale avec les TCA. Donc, on a beaucoup d'états dépressifs qui peuvent se développer, de troubles anxieux, même potentiellement des idées suicidaires, des passages à l'acte, etc., liés à la détresse qui elle-même est liée du coup aux conséquences des TCA. Et on a des conséquences sociales, donc avec des ruptures de liens, de l'isolement, une forme d'incompréhension mutuelle qui va déclencher de plus en plus de conflits familiaux, amicaux, à l'école, etc. L'isolement, c'est vraiment une conséquence très fréquente chez les personnes parce que, encore une fois, la honte et la culpabilité. Alors, les approches thérapeutiques actuelles. Le meilleur moyen d'accompagner une personne qui a des TCA, c'est avec une approche pluridisciplinaire. L'entourage professionnel, c'est déjà 50% de la guérison, avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Si la personne qui souffre a un bon entourage professionnel, on est déjà sur de super bases d'amélioration, de guérison, etc. Évidemment, si on complète avec un super bon entourage familial et un super bon entourage social, là, honnêtement, les chances de guérison, elles sont énormes. Parce que oui, on peut guérir des TCA. Évidemment, ça me paraissait évident, mais je préfère le dire. Donc, l'approche pluridisciplinaire, c'est une approche médicale, une approche psychologique et une approche nutritionnelle si besoin. Elle n'est pas toujours, je ne la trouve pas forcément toujours nécessaire à tous les moments, mais je peux la trouver essentielle dans un bon timing.
C'est-à-dire que quand une personne est en état d'anorexie assez aggravé, on ne va pas lui dire tiens, je te file un plan alimentaire où tu vas compter tes calories, machin, alors que non. La personne elle est en plein dans des comportements de contrôle, c'est pas maintenant qu'on va en rajouter quoi. Ça risquerait au contraire d'aggraver les comportements de contrôle et donc le stress et donc etc. Donc il y a vraiment un timing, je trouve, pour l'accompagnement nutritionnel, même si je le trouve du coup fondamental dans tous les cas à un stade, on va dire. Et je dirais plutôt pas forcément dès le début, plus quand on a déjà pas mal avancé avec l'accompagnement psychologique et l'accompagnement médical, on va dire en backup, pour checker si tout va bien au niveau de la santé physique. Les thérapies qui sont vraiment reconnues comme pouvant vraiment aider et accompagner la guérison des TCA, c'est les TCC, donc thérapies cognitivo-comportementales. Ces thérapies-là, elles vont permettre d'identifier et de modifier les pensées erronées autour du poids, de l'apparence. En fait, ça va permettre de vraiment aller travailler sur toutes les pensées dysfonctionnelles. Ça va permettre également de travailler sur les émotions qui sont liées à ces pensées. Parce qu'il faut savoir que dans la chaîne de ce qui se passe dans notre tête, c'est souvent pensée, émotion, comportement. D'accord ? Et donc, si cette chaîne-là est dysfonctionnelle, forcément le comportement derrière il sera dysfonctionnel et le comportement réalimentera des pensées qui réalimenteront des émotions. Vous le voyez, le cercle vicieux. Donc, TCC. On a la thérapie familiale aussi, que moi je trouve très intéressante, surtout du coup chez les jeunes. Un peu moins le cas chez les adultes, surtout si c'est des adultes qui ne vivent plus avec leurs parents ou qui ont un lien peut-être ponctuel avec leur famille. Mais la thérapie familiale, je la trouve essentielle dans l'accompagnement des TCA chez les jeunes, parce que le fait d'impliquer la famille, ça permet de restaurer une communication qui souvent est très impactée par le vécu et les TCA, et de pouvoir impliquer la famille, parce que c'est pas parce qu'on pense bien faire qu'on fait bien. Et ça, c'est pareil, c'est hyper important de répéter, c'est pas parce qu'on est armé de bonnes intentions que ce qu'on va faire, c'est bien pour notre enfant, ou pour notre proche, etc. C'est-à-dire, moi, je vois souvent du coup des parents qui vont être dans une surveillance extrême, parce que inquiétude, ce qui se comprend, mais en fait, la surveillance extrême, c'est le pire. Si je surveille trop, l'enfant va dissimuler. Et donc, si l'enfant dissimule, l'enfant s'éloigne, j'ai moins de prise, ça rompt la communication, ça casse le lien, et en fait, là, ça ne fait que jeter l'enfant dans un truc tout seul, quoi, en fait. Et c'est tout ce qu'on veut pas, quoi. Alors, je dis pas qu'il faut rien faire, évidemment. Mais trouver un juste milieu, montrer à la personne qu'on lui offre un espace de parole dans lequel il peut tout dire. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire, si je donne à la personne et je lui montre vraiment qu'elle peut tout me dire, elle va tout me dire. Et alors, ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle va me dire, je vais bien prendre. Mais il va falloir que je mette aussi certaines choses de côté et que je garde en tête que c'est pas moi qui ai un problème. Que là, c'est la personne en face de moi. Et c'est pour ça que je reviens à cette histoire de confiance. Les enfants, ils mentent dans ces cas-là. Et c'est pas parce qu'ils mentent qu'on doit changer de cadre. S'ils mentent, c'est de leur faire voir qu'ils ont menti, de leur dire ok, pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes à l'aise de nous dire la vérité ? En fait, parce que quand quelqu'un vous ment, qu'est-ce que ça dit de vous ? Moi, la question que je me pose, si quelqu'un ment, c'est comment est-ce que j'en suis arrivée à donner envie à cette personne de me mentir ? Donc en fait, ça me questionne moi, en fait, je trouve, un petit peu dans l'histoire. Surtout dans un cercle familial où on est toujours tout le temps ensemble, quoi. Donc ça, c'est important, de se remettre en question aussi, soit de se dire, ok, comment est-ce que je peux te permettre de ne plus avoir besoin de me mentir ? Et donc, offrir cet espace de parole dans lequel l'enfant peut se sentir en confiance pour tout dire. Et vous verrez qu'avec ça comme base, ça suffit. C'est déjà énorme. Et là, pareil, on a fait une grosse partie du travail dans le contexte familial. Les groupes de parole et les groupes de soutien, c'est aussi très chouette. Parce que ça permet d'avoir un truc un peu plus horizontal qu'on retrouve moins dans la thérapie. La thérapie, il y a un peu cette hiérarchie psy, patient, etc. Ça dépend, on va dire, des approches. Moi, pour ma pratique, j'ai une approche qui est très horizontale. Même si je sais que c'est pas moi qui contrôle. Si la personne en face a envie de me voir comme étant un reçu, j'y peux pas grand-chose, quoi. Mais les groupes de parole, ça permet vraiment une horizontalisation
parce qu'on est avec d'autres personnes qui vivent la même chose, qui sont comme nous. Et ça, je trouve que ça peut vraiment être une source de soutien, d'identification, de compréhension qui peut être vraiment géniale. Et bien sûr, ces groupes de parole, il faut qu'ils soient encadrés par des professionnels. Si jamais, il y a une plateforme, moi, que j'aime beaucoup, sur laquelle je travaille, qui s'appelle stoptca.fr, qui est une plateforme qui recense plein de pros, en fait, spécialisés en TCA. Vous pouvez reprendre ça? stoptca, tout attaché.fr. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand on a les TCA, il faut aller voir des professionnels spécialisés dans les TCA. Parce que pareil, si j'ai des TCA et que je vais voir un diète qui n'est pas du tout spécialisé dans les TCA, et que la première chose réflexe qui me sort, c'est un plan alimentaire avec comptage de calories, bah non, ça ne marche pas. Ou du moins, il y a la possibilité que ça exacerbe encore plus des traits, des comportements dysfonctionnels. Donc vraiment, je vous encourage, et il y en a sur ce genre de plateforme, ça en recense vraiment plein, psychologues, diète, médecins, etc. Il faut au maximum des professionnels spécialisés, parce que l'approche n'est pas du tout la même. Et ça ne veut pas dire que les plans alimentaires avec comptage de calories, c'est mauvais, hein. D'accord, attention. Mais en tout cas, c'est un facteur qui peut être extrêmement aggravant pour des personnes qui ont des TCA. La médication, ça peut être un support, un peu comme une béquille. Les antidépresseurs, ça peut aider en cas de comorbidité. Donc, comme je vous disais, si on a un état dépressif qui se développe, ça peut aider. C'est pas du tout la solution, mais ça peut permettre de soulager certains symptômes qui viendraient entourer les TCA. Également, les meilleures stratégies d'accompagnement, plutôt des familles, plutôt de l'entourage, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce qui s'appelle la psychoéducation. C'est le fait d'informer, on va dire, de s'informer, de s'éduquer sur les thématiques, d'aller chercher des sources de renseignements. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de choses, que ce soit des livres, des BD, des podcasts, des interventions comme celle-ci, des vidéos sur YouTube, des comptes sur les réseaux sociaux qui sont absolument géniaux. S'éduquer pour être bien là pour notre proche qui souffre, c'est fondamental. C'est important pour diffuser le message que non, c'est pas juste un caprice quand son enfant a des comportements dysfonctionnels autour de son poids et de ce qu'il mange. C'est important aussi parce que ça permet de déculpabiliser aussi la famille. Le modèle parental, c'est pas la seule source de TCA. Et parfois, on peut se retrouver avec des parents très désarmés, pensant que tout est de leur faute, et qui du coup auront une posture malheureusement pas forcément adaptée. Et donc de se renseigner, de s'éduquer, ça peut permettre de déculpabiliser. La communication bienveillante aussi. Là, ça rejoint ce que je disais, donc le fait de fournir un espace de parole vraiment full confiance entre soi et l'enfant. Donc écouter sans juger, encourager l'expression des émotions, éviter les remarques blessantes et favoriser en fait juste un climat de confiance, quoi, tout simplement. Le travail en réseau, donc le fait de se faire coordonner les différents professionnels. Donc si votre enfant est accompagné par divers professionnels, il faut les faire se coordonner entre eux. Il faut les faire se parler entre eux, il faut les faire, même s'il y en a plein qui sont réticents parfois à faire du lien et c'est un peu chiant, mais je vous encourage vraiment à pousser le truc. En fait, pour tout d'ailleurs, pour tout problème de santé accompagné par une équipe pluridisciplinaire, il faut pousser le lien entre les différents pros. Et ne pas hésiter à se poser des questions très tôt. Dès qu'on observe l'apparition d'un potentiel symptôme, dès qu'on voit un comportement qui change, direct, on va chercher à questionner et on n'attend pas. On n'attend pas parce que quand on est au début de la pente, il n'y a pas grand-chose à regravir. Alors que si on attend en fait que l'enfant arrive au fond du trou, alors on peut regravir. Mais c'est beaucoup plus long, ça demande plus d'énergie, plus de ressources, c'est plus compliqué. Alors le but, c'est pas de s'alarmer si à un moment donné, l'enfant ne peut pas manger ses brocolis, hein, on est bien d'accord. Mais c'est toujours de montrer qu'il y a l'espace de parler. Et de questionner s'il y a vraiment des changements drastiques de comportement. Souvent, les changements ils peuvent être assez abrupts. Donc, ils peuvent être identifiables. Et de toujours avoir un suivi au long cours, même si ça va mieux. Et surtout, quand ça va mieux, on continue le suivi. On laisse pas peut-être un peu les rendez-vous avec les divers pros, mais on continue le suivi. C'est quand ça va bien, on a l'énergie d'ancrer des outils, de pouvoir intégrer des informations, de pouvoir intégrer des ressources, de pouvoir les utiliser. Ça marche même pour la thérapie classique. Moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, je leur dis, c'est pas au premier moment où vous allez mieux que vous devez arrêter. Au contraire, c'est là que vous avez le plus d'énergie. Donc c'est maintenant qu'il faut continuer.
Maintenant qu'il faut engranger un maximum d'informations. Donc attention, voilà, au suivi au long cours, ça c'est important. On passe au petit quiz. Ouais. Alors, c'est assez simple. Le petit quiz, je vais y arriver. C'est un truc mythe ou fait. C'est assez facile. Ok. Donc je vais vous donner des affirmations et des questions. Ensuite, je vais dire qui pense que c'est un mythe. Vous levez la main. Qui pense que c'est un fait. Vous levez la main. Et ensuite, je vous donne la réponse. Évidemment, si vous voulez expliquer pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un mythe ou un fait, on peut faire ça. Alors, du coup, première affirmation. Je regarde juste l'heure pour savoir si je suis pas trop court. Un jeune ayant un IMC normal ou élevé ne peut pas être anorexique. Les personnes qui pensent que c'est un mythe? Les personnes qui pensent que c'est un fait? Attends. Mais non, c'est un mythe. Évidemment, on peut avoir un IMC normal, même avoir un élevé et souffrir d'anorexie mentale. Parce qu'on parle bien d'anorexie mentale, et comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément la présence d'un état de maigreur. Ou en tout cas, ça ne se transparaît pas forcément sur l'IMC. Ok. Je vais voir s'il y a des trucs trop faciles, je vais pas les donner. Alors. Tac, tac, tac. Alors. L'anorexie mentale est le trouble psychiatrique présentant l'un des plus hauts taux de mortalité. Qui pense que c'est un mythe? Soyez pas timide. Vous levez haut la main. Ok, qui pense que c'est un fait? C'est un fait. Parce qu'on est cruellement en manque de spécialistes qui soient vraiment formés sur les TCA. Les accompagnements, malheureusement, ils ne sont pas toujours de qualité. Les diagnostics tardifs, etc. Plein de facteurs fait que c'est un des troubles qui présente un très haut taux de mortalité. Voilà. D'où l'importance de prévenir, de s'intéresser rapidement s'il y a des symptômes et de toujours favoriser. Oui. Est-ce que c'est plutôt dû à, par exemple, une perte de poids excessive et en effet, le corps est fatigué, il lâche, Oui. ou est-ce que c'est plus à des comportements autodommageables, même jusqu'à une crise suicidaire? Oui, c'est ça. En fait, on va retrouver soit l'aspect maigreur et risque vital, soit les passages à l'acte. Plutôt orienté, effectivement, crise suicidaire, etc. Ça peut être des deux côtés. Ensuite, il existe maintenant des applications qui encouragent la restriction calorique extrême ou qui donnent des conseils pour vomir discrètement. Qui pense que c'est un mythe? Qui pense que c'est un fait? C'est un fait, malheureusement. Et c'est pour ça que je vous encourage chez les enfants à surveiller la présence ou non de comptes suivis qui soient. Alors, pro-ANA, c'est un truc qui est souvent mis en hashtag, etc. Et puis, il y a des groupes un peu cachés. Pro-ANA, c'est pro-anorexique. C'est un diminutif. Il y a des forums, il y a des applications secrètes qui existent, etc. Donc voilà, une vigilance à avoir de ce côté-là. Et c'est surtout un levier, on va dire, de chronicisation, on va dire, des troubles, c'est-à-dire que forcément, si j'ai toujours ça sur mon téléphone, en fait, ça va vraiment rendre tous ces comportements dysfonctionnels vraiment chroniques et qui peuvent parfois, s'ils sont faits discrètement, durer extrêmement longtemps avant qu'on s'en aperçoive. Je me suis perdue. Tac, 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 tac. Alors, avoir un suivi psychologique suffit à guérir un TCA sans suivi médical ou diététique. Qui pense que c'est un mythe? Qui pense que c'est un fait? Non, c'est un mythe. En vrai, l'approche pluridisciplinaire, c'est vraiment celle qui favorise le plus la guérison, même si, sans prêcher pour ma paroisse, mais un petit peu, même si le suivi psychologique est quand même celui sur lequel donner le plus d'importance et sur lequel accorder le plus d'attention, j'aurais tendance à dire. Dans le cas de tendance plutôt anorexique, là, un suivi médical est vraiment plus important que dans les cas de boulimie ou d'hyperphagie.
Dans les cas de boulimie avec les comportements compensatoires type vomissement, un suivi médical il est aussi énormément recommandé parce que à cause des conséquences des vomissements. Et en fait aussi avec la prise de laxatif. Là où vraiment ça touche à l'intégrité physique. Quoi. Je suis pas trop mal dans mon timing. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Du coup, on va garder un petit peu de temps. On a le temps encore pour des questions. Déjà, merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait super plaisir. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura appris des choses. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on fait comment? On fait avec ou sans micro pour les questions? On va faire avec le micro peut-être, comme ça au moins ça sera sûr d'être entendu. Moi, j'ai la moitié. Ok. Je vais essayer de distribuer la parole. Tu peux peut-être regarder juste qu'il met la main en point dessus. Merci. J'ai une question par rapport aux exclusions alimentaires. C'est quelqu'un qui va se nourrir, mais qui va faire plein de rejets de plein de types d'aliments. Ouais. Ça peut être un TCA. Ça peut, mais ça peut être un trouble, un TCA atypique, mais ça peut aussi, chez les très jeunes enfants, être un trouble de l'oralité. Alors, plus ado. En fait, à plus ado, ça peut aussi être des troubles de l'oralité. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve plus chez l'enfant, c'est vraiment les enfants qui vont complètement exclure des aliments, qui vont être écœurés par des textures, par des goûts, etc., qui vont avoir une alimentation très restrictive. C'est très souvent le cas dans l'autisme, par exemple, etc. Donc, il peut y avoir cet aspect des troubles de l'oralité, mais ça peut faire partie de TCA atypique, sauf si c'est une question de goût. Sauf si c'est un enfant qui n'aime pas trop. Regardez, genre rien, quoi. Ouais, rien, ça laisse quand même penser à quelque chose à questionner, en tout cas. C'est difficile de faire des vérités générales, mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux questionner. Ça ne coûte rien de questionner. Enfin, si ça coûte de l'argent, mais il vaut mieux. C'est de l'argent bien investi. Ouais. Alors j'ai une question. Je pense que je me mets trop de pression, ma sœur et moi, mon entourage, ma famille, trop de pression à nos enfants. Et quand on va le tourner, ils mangent Exactement. Et du coup, je ne sais pas comment arriver à régulariser tout ça, en sachant que je suis diététicienne. Et que du coup, alors, j'essaie de prendre un peu de recul, de lâcher prise, mais voilà, ça fait partie des sources de conflit chez moi. Il faut bien manger, voilà. Et du coup, ma fille, par exemple, qui a 16 ans, me dit, mais laisse-moi avoir 16 ans. Ouais. Et j'ai du mal à... J'y comprends. Effectivement, c'est très courant. Déjà, moi-même, je pense avoir un peu vécu ça dans mon enfance, avec un père coach sportif, spécialiste en nutrition, donc voilà, tout ce qui parfois peut amener un peu ce cadre un peu rigide, sans jugement. Je dis rigide, mais c'est pas du tout un jugement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rigidité, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est l'éducation, en fait. C'est de dire, ok, en fait, quand tu manges, il y a tel groupe d'aliments, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Effectivement, c'est plus intéressant de manger des choses qui vont être riches, nutritionnellement parlant, qui vont être variées. Et en fait, l'enfant va se réguler tout seul. Parce qu'en fait, les comportements impulsifs, les comportements, on va dire, de crise, les comportements un peu d'ingestion, de malbouffe, même si j'aime pas ce terme, c'est lié à la rigidité, c'est lié à la restriction. Alors que si, en fait, on laisse la liberté à l'enfant de très tôt, de tout goûter, de manger ce qu'il veut, etc., alors oui, il y a une phase, surtout après une période de rigidité, où l'enfant il va se jeter sur des trucs. Et en fait, il ne faut pas lâcher malgré cette phase. C'est ce qu'on appelle une phase de régulation. C'est-à-dire qu'en fait, si pendant très longtemps je me suis restreint sur le sucre, quand je vais rouvrir les portes dans ma tête de je peux manger du sucre, je vais me jeter sur le sucre. Et ensuite, mon corps va comprendre que j'ai le droit de manger du sucre, c'est plus interdit. Et donc ensuite, mes comportements ils vont se réguler. Exemple très simple, j'ai été végane pendant 5 ans. Végane, pas de produits laitiers, pas d'œufs, etc. Récemment, l'année dernière, je suis repassée végétarienne. Donc j'ai réintroduit le produit laitier. En fait, pendant 2 semaines, j'étais un fromage sans pâte. J'ai mangé du fromage à toutes les sauces, matin, midi, soir. Parce qu'en fait, vu que mon cerveau avait ce truc avant de restriction de t'es végane, donc tu peux manger du fromage. Les simili-fromages véganes, c'est pas solution. En fait, quand j'ai ouvert les portes, mon corps a dit fromage, parce qu'au cas où un jour elle va le réenlever. Et en fait, dès que mon cerveau a compris, non, c'est bon, on peut manger du fromage tout le temps maintenant. Et ensuite, je me suis régulée et là, c'est bon, je suis plus un fromage sans pâte. Et donc, pour accepter de passer cette phase un peu chaotique d'autorégulation,
jusqu'au moment où ils comprendront que les chips, c'est pas interdit. Donc en fait, j'ai pas besoin d'en manger énormément d'un coup. Et les gâteaux non plus, c'est pas interdit. Donc j'ai pas besoin d'en manger et ça va se réguler. Il faut accepter de passer par cette phase compliquée, un peu chaotique, montrer qu'on offre un espace de parole, montrer qu'on peut faire beaucoup d'éducation aussi à l'alimentation, à comprendre comment manger équilibré, etc., en laissant la liberté, et ça finit par se réguler. Et si ça finit pas par se réguler, on questionne, on interroge, et voilà, on se repose la question. Voilà. Tu vois, on croit que ça commence quand ils sont au lycée, en fait. Lorsqu'on arrive à une sortie, Oui. c'est là. Voilà, Très souvent à cette période-là, où ils peuvent aller s'acheter ce qu'ils veulent. C'est très fréquent à cette période-là. Donc là, on essaie de. Voilà. On essaie de lâcher du lest, tout en favorisant un espace de parole vraiment éducatif sur la question. Ouais. Merci beaucoup d'abord, c'est extrêmement instructif, très bien mené. Merci. Même si c'était sur les jeunes, moi on est confronté aussi à des personnes, des femmes qui ont été jeunes et qui sont plus jeunes. Oui, bien sûr. Avec une prévalence, toujours une persistance des. Par cinquantaine d'années, comment on traite et comment on aborde une femme de 50 ans qui est en déni total? C'est dur. C'est peut-être une question, hein, mais c'est dur. Juste de penser à ça parce qu'on n'a pas les clés. Effectivement, c'est une partie de la population qui est assez dure à toucher parce que, on va pas se mentir, plus on vieillit, plus on ancre nos schémas, moins on a tendance à se remettre facilement en question, etc. Alors, du coup, pas d'insistance, j'aurais tendance à dire en tout cas, pas d'insistance, pas de condamnation de regarde, tu fais ça, c'est pas bien, ça marche jamais. Et toujours, alors moi j'aurais tendance à dire, souvent, quand soi-même on incarne un truc, on le rayonne autour des autres. Donc en fait, si soi-même on incarne ce truc de, pas parler trop pas faire des compliments sur le corps, pas faire des remarques sur l'assiette, avoir une bienveillance par rapport à son alimentation, à son rapport au corps, en fait on va un peu le rayonner. Et du coup, ça peut amener la personne en face à se sentir suffisamment en confiance pour commencer à se poser des questions, etc. Et ensuite, lui montrer qu'elle peut se les poser avec nous. Un peu comme je disais tout à l'heure, favoriser vraiment cet espace de communication dans lequel la personne se dira qu'elle pourra tout nous dire. Et alors, le déni, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas sortir une personne du déni, soit on n'a pas le contrôle, quoi. Donc, j'aurais tendance à dire en essayant de rayonner soi-même ce truc-là, un peu. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais. J'ai pas de meilleure piste que ça, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. J'avais une question. Donc là, on parle de troubles liés au comportement alimentaire et finalement, pour nos enfants, on a aussi envie de parler de troubles liés à l'utilisation de substances, donc drogue, alcool. Oui, bien sûr. Est-ce que la démarche, tout ce que vous avez expliqué, est-ce que nous, parents, on peut transposer tous les conseils là, que vous nous avez donnés pour ça marche aussi? Oui, ça marche aussi. Il y a des normes, il y a des mécanismes très similaires. Justement, offrant c'est pareil. Et en comprenant que l'enfant va mentir, que l'enfant va essayer de dissimuler, que la confiance elle va être rompue, et c'est pas parce qu'elle est rompue. C'est pas évident, mais c'est pas mal. Ouais, c'est effectivement, moi je l'aborderai de la même façon. Et souvent, il peut y avoir aussi des comorbidités, c'est-à-dire un enfant qui va avoir des TCA et des problématiques de consommation de substances parce que les deux vont servir à la régulation émotionnelle, en fait. Donc moi, j'aborderais ça de la même façon, clairement. Ouais. Comment amener son enfant à consulter sans l'obliger? Parce qu'aujourd'hui, on peut voir des choses, s'inquiéter, proposer, mais on a quelqu'un en face qui est fermé en fait. Donc comment arriver à l'accompagner par un professionnel? Très bonne question, merci. Alors, déjà, effectivement, on n'oblige pas, sauf si on perçoit un danger vital imminent. C'est-à-dire ça marche pour tout. C'est-à-dire, obliger un enfant, moi j'en ai vu, des personnes que j'accompagne, moi j'accompagne donc principalement des adultes, jeunes adultes, ça peut m'arriver d'accompagner des ados. Et en fait, énormément m'ont dit, oui, quand j'étais jeune, on m'a un peu forcé à avoir un psy, et en fait, ok, j'ai vu 2 fois, ça ne servait à rien. Parce que quand il n'y a pas une volonté, quand il n'y a pas une forme de motivation, économisez votre argent, franchement. Sauf, encore une fois, si vous percevez un danger vital imminent pour la personne, et là, oui, il faut agir, sinon c'est non-assistance à personne en danger.
et encore plus personne en situation de vulnérabilité parce que c'est un enfant. Du coup, ma réponse, ça va un peu rejoindre ce que je disais ici, c'est au début de travailler sur offrir un espace de communication bienveillant, en fait faire soi-même déjà une sorte d'accompagnement donc psychoéducatif, d'expliquer un peu voilà, ce qui se passe, de montrer à l'enfant que vraiment on est là pour lui, qu'on est là pour qu'il puisse nous parler, accueillir sa souffrance, jusqu'au moment où on va réussir à l'amener à lui-même être d'accord de consulter. Et ça finit par arriver en fait. C'est-à-dire si on offre un espace de confiance, vraiment je vous assure, alors ça peut prendre du temps, mais à un moment donné, ça fonctionne. Et à un moment donné, l'enfant se sent en fait, tellement soutenu, tellement qu'il finit en fait lui-même par être d'accord. Alors ça peut prendre du temps, et il faut évidemment surveiller, etc. Mais généralement, ça finit par arriver. Vraiment en renforçant à fond le cadre, en n'hésitant pas à briefer aussi les autres environnements, donc en briefant l'école, en essayant de briefer voilà, les maîtresses, les maîtres, etc., pour éviter d'aller toucher ces sujets-là du doigt avec lui par inadvertance, de ne pas hésiter à briefer, on va dire, les différents environnements dans lesquels les clubs sportifs, si l'enfant fait du sport, etc., pour pas qu'ils viennent déclencher un truc en disant la mauvaise phrase, etc. Et donc, plus l'enfant sera dans des contextes où il va se sentir en confiance, où il ne va pas trop se sentir déclenché et mis comme un lapin devant les phares d'une voiture, plus ça va l'amener lui-même en fait à accepter de se faire accompagner. Je crois que c'est Madame qui a levé la main. C'est pas une vraie question, en fait, il y a aussi peut-être, je me permets de suggérer des ressources autres que les parents. Ouais. L'oncle, le parrain, j'en sais rien. Ouais, des personnes tierces, ça marche bien marcher. Des amis qui, eux, vont avoir un discours qui va être peut-être plus accepté, parce que c'est pas les parents. Ouais, ça peut bien marcher. Ouais, ça marche aussi. Ouais, les nounous, une tierce personne peut aider, parce que c'est pas papa-maman, et parfois un peu par ce type de contradiction, on n'a pas envie d'écouter papa-maman. Le fait d'avoir une personne externe peut effectivement, je sais pas, la tante cool, ça peut effectivement aider. Ouais, merci pour la suggestion. C'est ce que je voulais apporter comme. Vous êtes connectés. Et également, donc, aussi les parents d'élèves. Ouais, tout à fait. Ouais, vraiment un maximum d'entourage. Plus on arrive à briefer des personnes de l'environnement, mieux c'est. Bonjour. J'ai un petit souci quand vous dites qu'il ne faut pas complimenter la personne quand on dit vous avez une terme green, c'est bien. Déjà, je pense que quand on ne connaît pas la personne, on ne fait pas ce genre de compliment. Et si on le fait, c'est qu'on connaît. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que d'encourager la personne qui a perdu du poids, plus ou moins, qui est dans un processus de guérison, c'est l'encourager, lui dire que c'est bien ce qu'elle fait. Et le fait de quand vous dites qu'il faut arrêter d'encourager, je suis pas forcément d'accord avec vous. En soi, j'entends effectivement, je peux peut-être effectivement nuancer mon propos, je dirais ne pas le faire systématiquement sans connaître le parcours de la personne. Ça, je suis d'accord avec vous. Effectivement, si c'est une proche que je sais être dans un parcours, évidemment. C'est vrai que j'aurais pu apporter un peu plus de nuance. Merci de le préciser, c'est super chouette. Là, quand je vous disais ça, c'est plus un truc systématique, sans avoir connaissance d'abord de si la personne est contente ou non de perdre du poids. Voilà. Il ne vaut mieux pas, quand on ne connaît pas la personne, il vaut mieux sauter. Et même quand on connaît la personne, si on ne sait pas dans quel processus elle est, on évite aussi. Mais merci de la précision, c'était super, effectivement, je le nuance. Oui, allez-y. Après, je pense que, en fait, ce qui me gêne un petit peu, j'ai peu des trucs négatifs, mais c'est très négatif. En fait, tant que c'est constructif, tout à fait, avec grand plaisir. Votre titre, c'était le TSA chez les jeunes. Et en fait, ce qui me gêne, c'est chez les jeunes, parce qu'il n'y a pas que chez les jeunes, comme monsieur le disait. Ouais. Il y a beaucoup chez les adultes, et je pense que les parents sont les premiers touchés. Et effectivement, ils transmettent, comme vous dites, bien sûr. Ils transmettent ce problème. Et je pense que c'est un peu comme Super Nanny, ce n'est pas les parents, les enfants qu'il faut éduquer. Je pense que c'est plutôt les parents. Bien sûr. Sur ce comportement alimentaire et ce comportement tout à fait. Psychologique, voilà. Bien sûr. Et en fait, voilà, c'était ça chez les jeunes. Il n'y a pas que chez eux. Non, bien sûr. Effectivement, là, le fait de parler chez les jeunes, c'est plus un choix, on va dire, pour la thématique abordée. Mais effectivement, on est bien d'accord, ça ne touche pas que les jeunes. Ça, c'est clair. Et effectivement, les adultes, et d'ailleurs, souvent, les adultes des générations d'avant
pour qui la santé mentale, c'était pas un sujet, c'était pas la priorité. Effectivement, c'est toute une partie de la population qui va pas du tout ou très peu être sensibilisée sur ces thématiques et donc qui peuvent en plus eux-mêmes souffrir de TCA. Et donc, nécessairement, si c'est des personnes qui n'y sont pas sensibilisées, vont avoir des comportements avec leurs enfants qui vont être des facteurs aggravants, voire déclencheurs. Effectivement, là, le fait chez c'était vraiment un choix juste pour aujourd'hui, pour la thématique. On va essayer de reproduire un petit peu ce qu'on n'a pas voulu, ce qu'on n'a pas eu. Bien sûr. C'est un petit peu comme les dames là-bas, Ouais. où on veut tout à fait strict, pas que tout à fait. on soit gros comme nos générations d'avant. Ouais, bien sûr. À l'époque, ce qui n'est pas plus pareil. Bien sûr. Et du coup, voilà, on fait mal, on fait bien, on ne sait pas trop. Donc, et je pense que de dire à un enfant aussi, ça c'est important de dire, finis ton assiette avant de sortir de table, ça c'est des phrases. Ah, mais complètement, ça c'est clair. Et il y en a plein des phrases comme ça, quoi. Mais c'est des phrases que nous, on nous a expliquées. Bien sûr, bien sûr. Okay, donc, Moi, mon père disait toujours, moi je suis incapable de ne pas finir mon assiette parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué. C'est pourtant, même si j'ai atteint ma satiété au bout du quart de l'assiette, quoi. Et ça, c'est des comportements dysfonctionnels qui favorisent effectivement l'apparition de TCA. Ça, c'est clair. Merci. Ouais, tout à fait. Merci en tout cas de votre précision. C'était cette personne qui a levé la main. J'ai l'impression que ça rejoint, peut-être me tromper, mais que ça rejoint Est-ce que je peux parler? Je suis enfin, désolée. Parce que ça rejoint peut-être une question qui n'était pas abordée là, parce que sinon on n'en finit pas, mais on est en train de construire pas mal de choses. Le féminisme fait énormément. Il y a des maladies dites féminines. Et moi, je vois par exemple avec mes deux parents, les deux ont des problèmes. Ça, c'est générationnel, je pense. Et ma mère va être dans l'excès de trouver des solutions. Ce n'est pas bon. Mon père ne posera pas de questions, alors que je pense que son problème est plus gros. Pour la suite des voilà, mais bien sûr. Peut-être que ça peut donner des. Ah, mais clairement, il y a vraiment des tendances générationnelles qui sont très distinctes selon les générations et c'est important d'avoir conscience que les symptômes ne vont pas s'exprimer de la même façon selon les générations, il y a plein de facteurs, effectivement. Merci en tout cas. Je vais prendre une dernière question, peut-être pas trop grimper sur le temps. Vous parliez tout à l'heure des facteurs à risque et de causes de mortalité, etc. Ouais. Et si on parlait des jeunes aujourd'hui qui étaient le choix, c'est aussi parce que c'est de plus en plus répandu, de plus en plus fréquent. Et ça vient se rejoindre aussi à une anxiogénité générale, etc. Bien sûr. On est en pénurie de soignants. Ouais, complètement. Comment on fait pour résoudre ce problème? Là, la plateforme que je vous ai donnée, par exemple, c'est pour les TCA. Je trouve que il y a des solutions qui commencent à exister pour recenser les soignants. Et malheureusement, moi, j'aurais tendance à dire, je ne suis pas l'État et le machin, c'est de donner du budget en fait aux pros de santé et machin, ce qui a pas l'air d'être une priorité. C'est une autre histoire. Mais par contre, d'encourager en fait à votre échelle vos médecins à se former, à se sensibiliser, vos différents soignants dans votre vie en fait, à se former, à se renseigner, à actualiser leurs connaissances à votre échelle. Vous pouvez faire rayonner dans votre petit cercle, de dire à votre diète, les TCA c'est un truc qui pourrait vraiment être intéressant à se former, de dire à votre médecin généraliste. Moi je vois mon ancien médecin traitant qui était mon médecin de famille, TCA, je ne pense même pas qu'il sache ce que ça veut dire l'acronyme, mais donc en fait c'est d'encourager, d'essayer de rayonner en fait à notre échelle, d'encourager les soignants, les pros à se former. Ça peut déjà être une bonne première piste. Les assos. Et les assos aussi, il y a des assos qui existent. Il y a l'asso anorexie boulimie, il y a vraiment des assos que vous trouverez très facilement sur Internet, des associations liées à l'accompagnement des TCA. Et voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour la présence. Et n'hésitez pas à aller boire un café, après c'est offert, juste à l'étage au-dessus. Au soleil, j'espère. À 16h, il y a une dernière conférence sur le diabète avec Arlène Sultan. Vous avez aussi des animations, des ateliers. Il y a aussi de la tombola qui sera tirée au sort à 17h. Et voilà, vous avez encore un peu de temps. Merci pour votre présence.